Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours ANA. Le cours ANA est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours ANA, ce sont des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours de chant, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours ANA, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir une personnalité aux multiples facettes, dotée d'un parcours admirable. Si nous la connaissons essentiellement comme journaliste et animatrice, sa carrière est bien plus riche. De ses débuts publicitaires pour la marque Ricoré au passage audiovisuel à l'école des fans, notre invitée s'élance ensuite vers une carrière de mannequinat où tout l'a prédestinée vers les plus hautes sphères du mannequinat. Et pourtant, elle entame un virage à 360 degrés pour enlacer la vie journalistique et renouer avec le monde de la télévision et de la radio qu'elle ne quitte plus. Plutôt, qui ne la quitte plus depuis. De la Minute Pop au Petit Journal en 2013, en passant par la Nouvelle Édition en 2014, Le Tube, depuis 2016 le magazine Zone Interdite, Joker du journal télévisé le 1945 sur M6, la grande semaine à la radio sur RTL qui s'est achevée en 2024, Ophélie Meunier est notre invitée du jour. Et bonjour. Bonjour Ophélie. Merci pour ce récap. Est-ce que c'est un bon récap? Oui, super. Ouais. Déjà, parcours de dingue. Femme passionnée. Je pense que si on n'est pas une femme passionnée, on ne peut pas... Et j'y pensais, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'y pensais encore récemment, c'est tellement chouette d'avoir de la passion en soi. Je me sens privilégiée. J'avais du mal à définir un peu ce mot passion parce qu'on l'utilise un peu à tort et à travers souvent quand on veut faire un compliment à quelqu'un, d'ailleurs on dit oh puis c'est génial, en plus t'es quelqu'un de passionné, mais c'est intéressant de se poser et de comprendre ce qu'il y a derrière et se lever chaque matin en étant vraiment à l'intérieur de soi, dans les tripes, animé par ce qu'on fait et en se disant chaque jour sans exception qu'on a de la chance de faire ce job-là parce qu'on l'aime passionnément. Je trouve ça assez génial. Et y compris dans les moments difficiles. Cette semaine, pas plus tard que cette semaine, j'avais un tournage sur un sujet difficile pour Zone Interdite, sur la psychiatrie. J'ai passé une journée auprès de gens qui ont des troubles mentaux profonds, qui ont des vies difficiles. Et c'était dur. C'était dur. Même la communication, elle était pas toujours évidente. C'est des gens qui parfois n'ont pas envie de s'ouvrir. Et puis, en une fraction de seconde, on peut dire un truc qui les rassure, qui leur fait du bien, et puis ensuite ils ont envie de s'ouvrir. Et donc j'ai donné beaucoup de moi et c'était dur. Je suis sortie rincée, vidée de ce moment, et en même temps je me suis dit mais quelle chance j'ai, quoi. C'était extraordinaire. Je rentre chez moi, je suis dans le train, je rentre chez moi de Besançon et j'ai encore grandi aujourd'hui, quoi. Donc tout ça c'est la passion, ouais. Tout ça, faut être animé d'une forte passion. Moi je te propose de feuilleter ce beau parcours, les challenges relevés du mannequin mutique avec expression à la journaliste éloquente tout terrain. À 4 ans, tu étais donc déjà devant les caméras pour une publicité Ricoré et un passage remarqué à l'école des fans. Quel souvenir gardes-tu de ces premières expériences face caméra en étant déjà haute comme 3 pommes? Oui, c'est que des jolis souvenirs. En fait, les souvenirs, je pense qu'en réalité, je les ai surtout grâce aux images que j'ai continué, qu'on a gardées, évidemment, et que j'ai pu continuer à voir depuis toutes ces années. Donc, c'est des souvenirs qui sont flous parce que j'étais petite. Mais malgré tout avec des flashs et des émotions qui sont super jolies. C'est des moments moi c'est des moments que j'ai aimés. Enfin on m'a jamais forcé à faire tout ça. Je l'ai fait en bonne entente avec mes parents, avec ma famille. Donc c'était des jolis moments et ça fait partie d'un parcours global depuis toutes ces années que je chéris énormément. Et l'appétence de ce milieu est-il né à ces moments-là, tu penses? Non, je pense qu'on est trop petit à ce moment-là pour... moi, je suis fascinée par les gens qui disent que quand, par exemple, les chanteurs, c'est un métier pour lequel j'ai beaucoup d'admiration parce que je trouve ça super difficile, en fait. Quand ils disent, voilà, j'ai toujours senti, la première fois que je suis montée sur scène, j'ai su que j'étais fait pour ça et tout. Je suis presque envieuse de comprendre ce sentiment-là parce que je trouve ça super fort. Moi, je pense pas
pas que j'ai, au moment de la puéricorée ou de l'école des fans, développé à ce moment-là une appétence pour le monde audiovisuel. Je crois pas. Non. Voilà, j'en garde, c'est plutôt pour moi des souvenirs de famille et d'enfance, en fait. Plus qu'un premier déclic. Plus une envie tout de suite d'être devant les caméras. Je pense que tout s'est fait de manière en fait super progressive. C'est une construction qui s'est fait pas à pas, année après année, en fait. À 12 ans, tu participes à une émission C'est mon choix sur le thème Mon enfant a un don. Oui, c'était un peu un thème, je dirais, global, un peu fourre-tout, pour recevoir des enfants qui faisaient des choses pas tout à fait communes, mais comme dans ton cours, Anna, je suis sûre qu'il y a plein d'enfants qui auraient pu participer à l'époque à cette émission. C'est dans le sens où, quand on fait quelque chose d'un peu plus poussé ou d'un petit peu différent, et il se trouve que c'est pas non plus commun de faire du mannequinat quand on est gamin ou ado. Il y avait un petit prodige du piano dans la même émission que la mienne. Il y avait un jeune garçon qui dévorait des livres plus que la moyenne, en tout cas pour l'âge qu'il avait. Donc voilà, c'était une émission un peu dans laquelle des enfants avec des parcours un petit peu différents racontaient leur quotidien, et moi je venais raconter la mode. À 12 ans, tu étais déjà consciente de tes talents ? Non, je crois pas. J'étais consciente que j'étais très jusque-boutiste et que j'avais du mal à pas faire bien. Ça, oui. Et d'ailleurs, ça s'est transformé aujourd'hui, je pense, dans une forme d'acharnement au travail. Mais je pense qu'à ce moment, j'étais consciente, en tout cas, que je voulais aller au bout et je voulais pas rater. Enfin voilà, j'avais un truc de vouloir faire les choses bien, un truc un peu très bon élève, quoi. Voilà. Presque un peu scolaire, en fait. Oui, un peu scolaire, oui. Et d'où te vient cette passion ? Est-ce qu'il y a une figure féminine derrière tout ça ? Une maman, une grand-mère, peut-être ? Je pense qu'au départ, il y a un truc de caractère, de personnalité, un truc d'éducation aussi. Je pense que mes parents m'ont vraiment tellement toujours encouragée et accompagnée et donnée. J'ai énormément de chance. C'est-à-dire que je me pose la question aujourd'hui, moi qui ai une petite fille, si elle vient me voir demain et qu'elle me dit je veux faire de mon métier la vie de mannequin, comme moi je l'ai, et puis peut-être après autre chose, mais en tout cas moi j'ai commencé par là, comme je l'ai vécu et que je l'ai bien vécu, je lui dirais oui, mais si, évidemment, puis je vais t'aider, puis on va te soutenir et puis on va t'accompagner, mais si je l'avais pas vécu, je sais pas comment j'aurais réagi, franchement. Enfin, donc chapeau, mes parents qui étaient précurseurs, moi, en tout cas dans ma famille, je suis la première à avoir pris au départ une voie plus artistique, je dirais, qui s'est ensuite transformé en un métier de journaliste. Mais au départ, voilà, la vie de mannequin, c'est une forme d'art. Et franchement, c'est chapeau à mes parents de m'avoir donné cette chance-là. Donc, je pense que c'est une somme de choses qui m'ont nourrie pour avoir en effet ce goût et cette appétence pour ce métier-là et cette envie d'aller au bout de l'histoire, quoi. Et au bout du bout. Et au bout du bout, ouais. Après un bac scientifique avec mention très bien, c'est waouh. Ouais, je disais, la scolarité, ça englobait aussi l'école, ouais. Tu optes donc pour le mannequinat, voyage entre la France, l'Europe et les États-Unis. Cette période où l'image et l'apparence sont les facteurs clés d'une réussite. Est-ce que la confiance en soi est une notion et quelque chose que tu as dû travailler ? Oui. Et alors c'est un gros sujet. Je trouve ça très intéressant, tout ce qui concerne la confiance en soi jusqu'à, je dirais, de ça jusqu'au syndrome de l'imposteur que plein de personnes peuvent avoir et plein de femmes surtout. On doit travailler sur ça et moi aussi et je continue d'ailleurs. En fait, je pense que c'est le chemin d'une vie. Tu disais quelque chose d'intéressant sur le côté mutique du mannequinat. Moi, j'aime à rappeler que derrière toutes les grandes carrières de mannequins puis de top modèles, il y a des femmes entrepreneuses qui sont maîtres de leur propre image, qui devient nécessairement une marque un jour, qui est dingue. Alors oui, c'est beaucoup sur l'apparence. Oui, c'est sur papier glacé. Oui, c'est des femmes avant tout qu'on regarde parce qu'elles sont belles ou qu'elles ont du chien ou qu'elles ont pour un physique en tout cas. Mais
derrière la gestion de ça demande une personnalité et une intelligence que je prends plaisir à rappeler aujourd'hui parce que c'est vraiment une gestion de carrière. C'est loin d'être anodin et c'est difficile aussi pour les mannequins. Donc, et je trouve en plus qu'aujourd'hui, et on pourrait en débattre des heures, mais il y a plein de choses à dire sur la façon dont le monde a évolué avec les réseaux sociaux. Et je suis sûre que tu y penses chaque jour. Mais ce qui est, en tout cas, dans le métier de mannequin, même si j'en suis plus aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup d'affection pour ce métier, donc je continue à le regarder et à le suivre de très près, j'aime ça. Et je pense que le métier de mannequin a évolué, et aujourd'hui, il s'est plus humanisé parce que derrière les grandes campagnes qu'on voit avec tous ces mannequins, les filles se racontent plus sur les réseaux sociaux et on connaît plus leur personnalité. Alors il y a une limite à tout ça, il y a une grande limite aux réseaux sociaux et il faut une grande prudence, et il faut une grande prudence pour nos enfants. Mais aussi, voilà, ça rebat les cartes je pense, du métier de mannequin. Et aujourd'hui, ce sont des mannequins, mais ce sont des histoires derrière. Ce sont des histoires de femmes. Tu te fais coacher, tu as quelqu'un aussi pour travailler encore tout ce qui est prise de parole, posture. C'est des choses. Plus aujourd'hui, mais j'ai été au cours de ma carrière de mannequin, puis de journaliste, accompagnée en fonction des étapes par des spécialistes de certaines spécialités. Donc j'ai eu pendant quelques semaines un coach de théâtre, par exemple, quand j'ai commencé à faire de la présentation debout pour apprendre à me tenir. J'ai eu pendant quelques semaines, ensuite, quand j'ai posé ma voix sur les zones interdites, une coach vocale formidable qui m'a aussi appris à entendre et à poser ma voix. Donc j'ai vraiment eu la chance d'être accompagnée au fur et à mesure par des spécialistes de la posture, de la voix, de la diction. Donc je n'ai plus ça aujourd'hui, mais je continue ce travail. Je continue ce travail en me regardant. Qui sont importantes. Oui, je continue ce travail en me regardant, en me réécoutant et en me flagellant et en disant voilà, ça là-dessus tu peux encore faire mieux, ou en tout cas tenter différemment. Donc c'est une formation permanente, nos métiers. Constante. Tu effectues un virage donc à 360 degrés vers le journalisme à l'ESJ, où tu décroches un stage à ITV. Ouais. Comment t'es passée du strass des podiums à la Elle Macpherson pendant des années à une étudiante à la Sophie Marceau? Alors, j'ai eu la chance, à un moment donné, d'avoir eu... je sais pas, je vais avoir 21, 22 ans. Et je discutais beaucoup, pendant les castings, on attend des heures, notre tour, et donc on papote entre filles. Et j'ai eu, ça s'est vraiment passé comme ça, j'ai eu, sur une période assez courte, plusieurs témoignages de mannequins un tout petit peu plus âgés que moi, qui commençaient à se poser des questions sur leur reconversion, parce que il y a le gros d'une carrière de mannequin, il se fait quand même entre 20 et 35 ans, et puis après, ça s'étiole un peu, ou en tout cas, on transforme ça en entrepreneuriat ou en une deuxième vie, enfin voilà, mais en tout cas, le gros se fait entre 18 et 35 ans, quoi. Et ces femmes-là, qui se rapprochaient de la trentaine, me disaient, voilà, je réfléchis à la façon dont je vais rebondir, comment je vais écrire la deuxième partie de ma vie professionnelle. Et ça m'a vachement percutée, en fait. Je me suis dit, mais moi, j'ai de la chance, je suis encore plutôt sur les 21, 22 ans, donc j'ai encore du temps devant moi. Mais si je veux anticiper, je fais quoi ? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire ? Qu'est-ce qui m'anime ? Et donc cette réflexion est née. Il y a eu une graine qui a été semée à ce moment-là. En parallèle, je voyageais beaucoup quand j'étais mannequin. Et l'autre morceau du puzzle, c'est celui-ci, c'est qu'à chaque fois que je revenais d'un voyage, j'ai vécu 3 mois à Milan, 3 mois à Athènes, 6 mois à Miami. Enfin voilà, pour le mannequinat. Et à chaque fois que je rentrais, évidemment, je grandissais beaucoup et je me disais, mais c'est fou ce qui se passe dans le monde, dont on ne se rend pas compte quand on s'inquiète que du petit bout de notre nez, quoi. Donc j'ai vraiment, ça a éveillé ma conscience. Ça peut paraître naïf ce que je dis, mais en fait, un moment dans la vie, il faut avoir sa conscience qui est éveillée. Moi, elle l'a été, ma conscience, elle a été éveillée à partir du moment où j'ai commencé à voyager quand j'étais mannequin, entre mes 18 et 22 ans. Et là, je me suis dit, il y a un monde autour de nous qui est fantastique, qui est complexe, et j'adore le raconter, en tout cas. Je le comprends pas forcément totalement encore, mais j'adore le raconter. D'ailleurs, je grattais des pages et des pages, j'ai toujours un journal intime aujourd'hui, je grattais des pages et des pages et des pages quand je rentrais de toutes les émotions
émotions que je ressentais et de tout ce que je comprenais et ce que je voyais. Et puis, le jour où je me suis posé la question de ma reconversion, quand j'ai mis bout à bout toutes ces petites réflexions, je me suis dit, quel est le métier qui raconte le monde et qui tente de le comprendre? C'est le métier de journaliste. Et donc, j'ai tapé École de journalisme Paris sur Internet et j'ai passé le concours de l'ESJ. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Bam. Voilà. Et j'ai été prise, j'ai bossé, j'ai travaillé mon concours, j'ai passé comme tout le monde, j'ai réussi le concours, j'ai été prise et puis je suis rentrée à l'ESJ et ensuite, je suis rentrée, comme tu le disais, à iTélé, anciennement CNews, pour mon premier stage au Bordeaux. Mais tu te prends une porte, Miss Météo. Oui et non, parce qu'en fait, ce casting a été l'occasion de rencontrer une femme absolument formidable que j'embrasse, qui s'appelle Christelle Graillot, qui était, elle est agent d'artiste aujourd'hui, mais à l'époque, elle était, ça va vous parler, la tête chercheuse de Canal. C'est elle qui a découvert les Kian Kojandi ou Léo Marais-Fred. Enfin voilà, elle avait un œil pour sentir et découvrir les talents, ou encore Charlotte Lebon, et je pourrais en citer beaucoup. Elle avait un œil pour découvrir les talents. C'était un don, en fait. Enfin, c'est un don, d'ailleurs, ça l'est toujours chez elle. Et j'avais passé, par le biais de mon agence de mannequins, j'avais passé le casting de Miss Météo de Canal+, qui était encore à cette époque, d'ailleurs, il y a 15-17 ans, un rôle absolument génial de comédienne, dans une émission mythique. Enfin, voilà, c'était canon de décrocher ce job. Et donc, j'ai passé le casting que j'ai pas un rôle que j'ai pas décroché, mais qui m'a permis de rencontrer Christelle Graillot. Et c'est Christelle aussi qui m'a beaucoup encouragée et poussée à reprendre mes études de journaliste et qui m'a beaucoup soutenue dans cette démarche-là et qui m'a suivie d'un œil quand je suis rentrée chez Canal+, et qui a toujours eu des mots très encourageants sur moi, sur le milieu audiovisuel, et qui a beaucoup contribué aussi à ce que je décroche les places que j'ai décrochées aujourd'hui au fur et à mesure, quoi. Donc ça t'a permis aussi de te... C'est vraiment il y en a eu plusieurs dans ma carrière. La carrière, elle est toujours parsemée de rencontres qui changent nos vies. Donc il y en a eu plusieurs. Christelle Graillot en fait clairement partie. Ouais. Donc les rencontres, y a-t-il aussi une part de chance ? La chance, on la provoque. Enfin, après, oui, je crois que la vie, elle est faite. Et puis, est-ce que c'est un peu, pour moi, c'est un peu la question. Est-ce qu'on croit ou pas au destin, quoi. Ouais. Donc, enfin, après, tu n'es peut-être pas d'accord avec ça, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais oui, je crois qu'on a un chemin, on a tous un destin. Alors, on peut appeler ça comme on veut, chance, destin. Et donc, oui, cette chance-là, ces jolis concours de circonstances, ils existent. Mais puis moi, je crois qu'il y a surtout beaucoup de travail derrière les vies et les carrières. Et qu'il y a un peu de chance et beaucoup de travail. C'est un milieu qui n'est pas facile, un milieu de requins, un peu, comme on dit. Comment fait-on pour savoir si cela est bien ou pas ? Si le projet est bien... Le milieu du mannequinat ou le milieu de l'audiovisuel ? De l'audiovisuel. Je crois qu'il n'y a pas de milieu qui soit facile, déjà. Donc, je ne crois pas que ce soit plus difficile qu'ailleurs. Difficile, ça l'est, mais comme tout, il faut se battre dans la vie. Et professionnellement aussi. Comment on fait pour savoir si une chose est bien ou pas, ou si un projet est bien ou pas ? Je crois qu'il y a plusieurs règles. Moi, celle que j'ai fait mienne, c'est déjà faire confiance à mon instinct et à mon éducation, et sentir, avoir un peu de discernement, avoir un peu de bon sens. Ensuite, choisir les gens en qui on a envie d'avoir confiance, pas trop s'éparpiller. J'ai eu un conseil formidable d'un producteur, donc celui du petit journal, qui m'a dit, tu sais, tu démarres, en tout cas médiatiquement, donc maintenant tu vas être exposé, donc tu vas tout entendre, tu vas entendre des choses exceptionnelles sur toi, puis tu vas entendre des choses très dures sur toi, donc faut t'y préparer. Comment tu vas faire le tri dans tout ça, parce qu'un jour on vous dit que vous êtes vraiment la dernière des nuls, et puis le lendemain on vous dit que vous êtes une star, et évidemment en l'espace de 24 heures votre vie n'a pas radicalement changé non plus, donc il faut apprendre à faire la part des choses dans tout ça, surtout quand on démarre. Et donc, il m'avait dit, écoute, pour le moment, après, tu affineras ce conseil ou pas. Mais pour le moment, je te donne un conseil. Tu choisis 5 personnes. 5, c'est les doigts d'une main. Et
les tiennes, j'ai même pas besoin de savoir qui c'est. Tu choisis 5 personnes en qui tu penses avoir confiance. Et à partir de maintenant, tu n'écouteras rien d'autre que ces 5-là pendant le temps que toi, tu affines aussi ton regard. Et je l'ai fait. J'ai choisi, à l'époque, je ne sais plus, mes parents, mon producteur, peut-être Christelle. Voilà, j'ai choisi 5 personnes et je n'ai demandé l'avis que de ces 5 personnes-là pendant un temps. Je n'ai fait confiance qu'à ces... Et ça m'a hyper aidée. Et donc, j'ai avancé, j'ai progressé, j'ai accepté les remarques. J'ai essayé aussi de faire redescendre un peu les choses qui étaient très violentes et de me dire que voilà, tout n'était pas bon à jeter quand c'était pas bon, et essayer de me dire que tout était loin d'être... tout n'était pas parfait quand c'était dithyrambique. Voilà. Et puis, donc, trouver un juste milieu... avoir de l'instinct, du discernement, et puis voilà. Mais ça, c'est applicable toute une vie, je pense. Et puis se planter de temps en temps. Il faut. Voilà, se planter de temps en temps, ça apprend. Nikos m'avait dit cette phrase aussi, géniale. Il m'a dit, mais tu sais, les coups, lui, il en a pris des durs, des sévères, probablement même des injustes, surtout quand il a démarré ses premières années de Starac et tout ça. Et aujourd'hui, c'est le patron. C'est le patron. Donc voilà, et il a tellement appris de ces moments-là. Il m'a dit, les coups dans le ventre que j'ai pris, ça m'a tellement formé, Ophélie. Donc tu serres les dents, t'écoutes, tu prends, t'encaisses, ça te servira et tu t'en sortiras grandi, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est un peu de la psychologie de comptoir que je fais, mais de temps en temps, ça fait du bien de réentendre ces phrases-là. Et aujourd'hui, voilà, il a un exemple parfait de ça, lui. Comment es-tu arrivée au Petit Journal? Casting. Un casting. J'étais à iTélé, je faisais le bandeau, la programmation des sujets. Enfin voilà, je démarrais ma vie de journaliste puisque je sortais de l'ESJ, Paris. Et donc Christelle a parlé de moi, Christelle Graillot, a parlé de moi au producteur du Petit Journal qui cherchait à l'époque, c'était l'époque où le Petit Journal gagnait en temps chaque année. Au départ, c'était une pastille dans le Grand Journal, puis c'est devenu une émission à part entière, d'un quart d'heure, puis 20 minutes, puis 1 heure. Aujourd'hui, ça dure 2 heures et c'est devenu quotidien. Mais elle a augmenté en fait d'année en année. Je le rappelle juste pour les gens qui se rappellent pas du chemin de cette émission de Yann Barthès et Laurent Bon. Et donc c'était une année où il gagnait en temps. Et donc, il voulait étoffer l'équipe autour de Yann. Donc, il cherchait des incarnants, des talents, des chroniqueurs, on appelle ça comme on veut, et des journalistes. Et voilà. Et j'ai passé le casting. Non, pas hop, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça n'a pas été simple. Hein. Je me suis battue. Et au bout du 6e essai, Laurent Bon m'a appelé pour me dire qu'il m'embarquait dans l'aventure. Ouais. C'est magnifique. 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 Très beau moment, très grand moment. Quel conseil pourrais-tu donner à tous ces jeunes qui souhaitent évoluer dans ce milieu et se faire une place? Vraiment, alors... plus que jamais aujourd'hui, avoir des rêves, avoir de la passion. Je reviens à ce qu'on disait au début. C'est génial, ça construit une vie. Il faut y croire, en fait. Il faut se donner la chance, il faut croire en ses rêves. En venant sur le chemin ici, j'écoutais une magnifique émission de Zao de Sagazan. Je découvre la vie de cette artiste qui était auxiliaire de vie. Enfin, à un moment donné, elle a cru en sa voix, elle a cru en ses rêves, elle a cru en elle aussi. Et son parcours, je vous le conseille, est magnifique et très étonnant et très inattendu. En fait, je pense qu'il faut vraiment se donner la chance d'aller au bout d'une aventure, qu'elle soit dans des métiers très bureautiques ou très artistiques. On s'en fout, en fait. C'est juste si on aime quelque chose, franchement, il faut le tenter. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Par contre, il faut bosser. En vrai, il faut bosser, quoi. Moi je crois à fond et je n'ai pas de problème à le dire parce que ça fait une vie que je le dis et depuis le premier jour où j'ai fait mes toutes premières petites interviews humblement quand j'ai commencé à faire de la télévision, je crois en la méritocratie. Je sais que je ne changerai jamais de discours. À un moment donné, il y a du talent, il y a des histoires, il y a des chemins, il y a une base, mais il faut bosser, il faut travailler. Faut travailler. Zao de Sagazan, elle le disait. Elle disait, au départ, moi, j'enregistrais les chansons que je faisais parce que je découvrais ma voix. Puis je me disais, tiens, quand je fais ça, c'est moche. Et quand je fais ça, tiens, je vais travailler ça parce que ça a l'air joli, en fait. Mais à un moment, elle a bossé aussi. Enfin, il y a un talent inné et évident. Mais on bosse tous derrière. On bosse tous.
S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de... Oui, je suis... Donc il faut se donner les moyens. Il ne faut pas avoir peur du travail. Je le dis, si ça peut répondre à ta question et si ça peut répondre à la question de gens qui nous écoutent, qui ont envie de conseils de jeunes pour se lancer dans une aventure. Moi, les 4, 5, 6 premières années de ma vie de journaliste, je prenais 4 jours de vacances par an. Franchement. On me proposait des remplacements l'été. Mais oui, je faisais tout, je prenais tout. Le nombre de Noël, de 24 au soir et de 31 au soir que j'ai passé dans des rédactions. Vous voulez le savoir? Mais c'est pas grave. Et c'est des souvenirs géniaux. Mais j'ai bossé, j'ai pris, j'ai zappé les vacances. Franchement, il n'y a pas de secret non plus, quoi. Et il faut les faire, ces concessions, parce que, voilà. Après, à un moment, il y a toujours une période dans la vie où on peut peut-être potentiellement se poser la question de l'équilibre de vie. Et elle est importante, cette question aussi. Et il faut se la poser un moment. Mais moi, je crois que quand on est jeune, qu'on n'a que ça à penser, qu'on n'a pas encore la famille, les enfants, tout ce qui fait qu'à un moment, on doit aussi trouver cet équilibre. Quand on est parent, quand on a d'autres choses qui s'installent à côté. Et même quand on est parent, c'est pas facile non plus de gérer travail. Exactement. La charge mentale. C'est des questions permanentes. En tout cas, avant ça, quand on est jeune et c'est une période magnifique, le moment où on n'a que soi à penser. Franchement. Donc dans ces moments-là, profitez et donnez de votre temps, donnez de votre énergie et ça paiera, c'est sûr. À quel moment tu t'es dit « je suis à ma place » Honnêtement, pas encore. Hein. Non, pas encore. Et d'ailleurs, je chéris un peu ce sentiment-là parce que, alors, je veux pas, faire être faussement humble. Il y a plein de moments où je me dis, là, je l'ai mérité et là, je suis à ma place. Et bien sûr, il y a plein de moments où je me dis ça, et heureusement d'ailleurs. Mais au fond, il y a aussi plein de moments où je me dis, mais là, en fait, j'ai pas... C'est pas bien ce que j'ai fait, c'est pas suffisant. Et il y a encore plein de journées où je doute et je chéris ça parce que c'est là où on se remet en question. Et ça, je souhaite avoir cet ascenseur émotionnel-là tout le temps. De se dire, il y a des jours où on se dit, ouais, là c'est bien, je l'ai mérité, je suis à ma place. Et je suis contente de ce que j'ai délivré et d'avoir encore ces journées, et elles arrivent encore aujourd'hui, où on se dit, mais vraiment peut mieux faire. D'accord. Conseilles-tu à tous ces jeunes pour travailler la confiance en soi, de se former, de prendre des cours de théâtre, faire du sport, danser, chanter? Est-ce que tes enfants qui sont encore petits, tu les orienterais vers ce milieu? Je crois que ça apporte quelque chose, l'art, que rien d'autre n'apporte. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir, surtout en France, un système éducatif où on apprend plein de bonnes choses à l'école et c'est super. Mais je trouve que l'art, que ce soit par le biais du théâtre, de la danse ou du chant, apporte des émotions, une discipline, ouvre une case du cerveau que rien d'autre n'ouvre en fait. Et ajouter ça dans la vie d'un enfant, je crois que en tant que parent, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Oui. Vraiment. Et je ne dis pas parce que Kourana, je le dis parce que j'en suis vraiment convaincue. Le petit rituel à la maison, chez nous, c'est tous les soirs, mes enfants font un spectacle après le dîner. Tous les soirs. Et ils en sont fous. Et ils me sortent des trucs, parfois, ils vont chercher des objets, une peluche auquel ils donnent un rôle. Ils sont incroyables d'imagination. Et on chérit ce moment-là et je nourris ça. Et mes enfants connaissent par cœur plein de chansons de la variété française aujourd'hui et j'adore ça et j'en suis fière. Ma fille qui a 4 ans, elle peut te chanter Résiste par cœur. Et j'adore l'idée que ma fille de 4 ans me chante France Gall par cœur tous les soirs. Les chorégraphies et tout. Mais folie. Folie. Ligne de 6, c'est la même. Mais ouais, voilà. Et ça, je sais que ça lui apportera quelque chose de bon pour la vie. J'en suis vraiment intimement convaincue que rien d'autre dans la vie ne puisse apporter. En tout cas, de similaire, quoi.
Un mot quand même sur Zone Interdite, un métier à risque et tout terrain. Depuis 2016, donc, tu es à la tête de Zone Interdite en prime time. Tu succèdes quand même à des pointures. Ouais. Tu peux nous raconter un peu les coulisses de cette arrivée? Est-ce que tu as eu un mentor? Alors, ça a été donc suite à l'année du Tube sur Canal+, où j'ai rencontré beaucoup de gens des médias, j'ai reçu et interviewé beaucoup de gens des médias, et c'est vraiment une histoire pour le coup de rencontre et de bon timing. À la fin de mon année du Tube, Wendy Bouchard, qui était ma prédécesseuse à Zone Interdite, quittait l'émission pour aller sur France Télévisions. Donc le poste était libre, était vacant. Et ça a été l'année où j'ai fait des très belles rencontres médias, et notamment la rencontre de Nicolas de Taverneau, qui était à ce moment-là patron d'M6. Et lui, mais aussi toutes les équipes avec lesquelles il travaillait, ça a été une décision collégiale. Se sont dit à un moment donné, au bout de quelques semaines de rencontres, de travail, d'échanges, on s'est tous dit que ça pouvait être une jolie aventure, une jolie idée de me confier Zone Interdite. J'ai pris ça comme un cadeau incroyable. Je trouve que c'est une émission rare à la télévision. Ça fait plus de 30 ans qu'elle existe. Il n'y a pas un Français aujourd'hui qui regarde ou pas Zone Interdite. Il n'y a pas un Français aujourd'hui qui ne connaît pas Zone Interdite, qui ne connaît pas le générique de Zone Interdite. Enfin voilà, c'est donc elle fait partie des foyers français, cette émission. Le regard des gens sur l'émission, que j'ai la chance d'entendre puisque les gens me font des retours, est incroyable, est très beau, très juste. Les gens font confiance en l'émission, l'aiment, elle les accompagne le dimanche soir. C'est un rendez-vous dans les foyers. Donc moi, j'ai la chance depuis 9 ans d'être à la tête de cette émission. Donc quand on me l'a confiée en 2016, oui, j'ai vraiment pris ça pour un cadeau que je devais honorer. Et je succédais à que des grands noms. Mélissa Thoriot, Bernard de la Villardière, Patrick de Carolis, Anne-Sophie Lapix, Florence Daucher et Wendy Bouchard. Voilà, c'était que des gens de talent qui aujourd'hui sont ultra reconnus dans l'univers de l'audiovisuel. Donc il fallait pas que je me rate, quoi. C'est sûr, c'était un sacré challenge. Comment tu prépares tes interviews? C'est toi qui les prépares? Beaucoup d'enquêtes, absolument. Beaucoup d'enquêtes, beaucoup de lectures, des coups de fil, le métier de journaliste d'investigation pur, en fait. C'est vraiment des heures et des heures de recherche, de lecture. Et puis après, c'est l'humanité, l'humain, laisser place à... Qu'est-ce que moi aussi, j'ai juste humainement envie de demander aux gens que je vais rencontrer, parce que Zone Interdite, c'est chouette, c'est une émission sociétale. C'est une émission humaine, c'est une émission de rencontre, où on se pose des questions. Donc en fait, parfois, je pose aussi tout simplement les questions que moi, Ophélie, la femme Ophélie, a envie de se poser. Et puis celles qui on estime en tant que journaliste être les grandes questions qu'il faut poser lors d'une interview, et on fait le mix de tout ça. Et c'est comme ça qu'on prépare nos émissions. C'est des heures et des heures et des heures de travail pour les interviews, c'est des mois et des mois d'enquête pour les documentaires. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Là, ce que j'essaye d'expliquer aux gens et de raconter aux gens, parce que je suis aussi rédactrice en chef de l'émission, c'est que finalement la diffusion, la finalité, la présentation de l'émission, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, et que en fait mon travail, c'est vraiment ce qu'il y a sous l'eau, quoi. Bien sûr. Et c'est le plus gros du boulot. Présence sur les réseaux sociaux, gestion de l'image publique, tu es très active sur les réseaux, ce qui est devenu presque incontournable aujourd'hui. Comment tu gères cette exposition et le rapport au public? Alors j'ai envie de me dire de plus en plus déjà que c'est pas incontournable, je crois pas que ça doit l'être, et c'est important qu'on garde ce rapport de liberté aux réseaux sociaux. Je trouve que c'est un outil formidable de communication, à partir du moment où il reste sain, géré. Je communique... parce que moi, mon mindset sur les réseaux sociaux et ce que je trouve joli, c'est je suis toujours très surprise que les gens me suivent, en fait. Je me dis, mais je trouve que c'est... Non, mais vraiment, je trouve que c'est une démarche qui est tellement jolie, en fait. Dire, bah, tiens, je vais prendre mon téléphone et je vais appuyer sur le bouton suivre Ophélie, parce que cette fille m'intéresse, m'intrigue, m'inspire, m'agace, pourquoi pas aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, je génère une émotion chez la personne qui va faire qu'elle va décider de me suivre. Et je trouve la démarche tellement sympa pour moi que du coup, je me sens redevable de donner aussi un peu de moi, quoi. Et donc... mon équilibre, c'est que si vous me suivez sur les réseaux, j'imagine que c'est ce que vous constatez.
ce que tu constates, c'est 50-50 à peu près, 50% d'exposition de travail, 50% d'exposition de vie, de moments de vie qui m'appartiennent. Voilà, exactement. Donc soit ma vie de femme, ma vie de maman, ma vie de sportive. mais voilà, c'est à peu près 50-50, ce qui permet de donner un peu de tout et ce qui est représentatif de ce que je ressens. Et j'essaie franchement d'être moi. Je voudrais surtout que, en tout cas, si les gens qui me suivent et ne me connaissent pas, si un jour ils me rencontrent, je voudrais surtout qu'ils puissent se dire cette fille-là, finalement, c'est à peu près la même que celle que j'ai suivie depuis quelques mois ou quelques années sur Insta ou sur X ou sur Facebook, quoi. Ouais. Est-ce que tu as déjà ressenti une pression liée à l'image qu'on attend d'une journaliste, notamment en tant que femme dans le milieu des médias ? La pression liée à l'image, elle existe puisqu'on fait de l'audiovisuel. Donc à un moment donné, elle existe puisqu'on fait un métier aussi d'image quand on fait de la télévision. Donc dire l'inverse serait mentir et serait pas honnête, je crois. Ouais. Donc bien sûr qu'elle existe, on essaye de dégager en termes d'image quelque chose qui fait envie, qui est reposé, qui est sain, voilà. Donc bien sûr qu'elle existe cette pression de l'image. Enfin, c'est tout bête, mais avant un tournage, j'essaie de bien dormir. Enfin, d'être reposée, d'avoir l'air en forme, d'avoir mon esprit, tous mes neurones, tout mon cerveau pour délivrer le meilleur de moi-même en pensée et de ce que je dégage. Donc oui, bien sûr qu'elle existe cette pression de l'image puisqu'on fait un métier d'image. Voilà, maintenant, après, faut faire hyper gaffe. C'est pas du tout un tout. Pas du tout, loin de là. Et le plus important, le dosage du temps que je consacre au contenu de mes émissions et à l'image, quand même, il reste cohérent. Je passe beaucoup plus de temps à bosser sur le contenu qu'à ma prépa. Voilà. Mais bien sûr qu'elle existe. Moi, je trouve que c'est important de dégager quelque chose de frais, de correct, qui fait envie, quoi. Tu es marathonienne, cela implique le goût de l'effort. La persévérance, la détermination. Est-ce que cette hygiène de vie est indispensable dans ta vie pro et perso ? C'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre. Indispensable, non, j'aime pas. Enfin, je trouve que c'est un mot assez catégorique, donc. Ça fait partie de ta vie de tous les jours. M'inquiéter pour mes enfants, ça me semble indispensable. Bon, courir, voilà, et c'est peut-être pas le mot que j'utiliserai. En tout cas, aujourd'hui, c'est hyper important dans ma vie. C'est un équilibre, c'est une satisfaction, c'est une joie, oui, le mot est équilibre. Ça m'apporte beaucoup de bien-être, et physiquement et moralement. Donc, et puis c'était un challenge personnel. C'est arrivé à un moment de ma vie où ça a été le bon challenge, c'était le bon exercice au bon moment. J'avais jamais vraiment couru de ma vie, dans ma vie, puisque je faisais beaucoup de danse. Donc j'avais plutôt consacré ma vie sportive à la danse. Puis après, j'ai choisi le métier de mannequin, et puis de journaliste et de présentatrice télé et radio. Et j'ai eu mes enfants. Et ensuite, après ma fille, donc mon deuxième enfant, j'ai eu mes deux enfants assez proches, ils ont 2 ans d'écart. J'ai eu envie de me remettre plus intensément au sport. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir un dossard pour ce marathon pour tous, le marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et je me suis dit, c'est super, c'est la bonne aventure. Et puis, je reviens à ce qu'on disait au début, comme il fallait au bout du bout pour tout. J'ai décidé d'aller au bout du bout de mon histoire de course et donc préparer ce marathon, puis faire des courses. Et pour l'instant, j'aime ça. Pour l'instant, ça me fait du bien de courir. Donc, tant que ça me procurera du plaisir et que ça me fera du bien, je pense que j'en aurai la capacité physique, que j'aurai pas de douleur, en tout cas qui m'en empêche, je pense que je courrai. Voilà. Y a-t-il d'autres challenges à mettre dans ta bucket list avant tes 40 ans ? Avant mes 40 ans, je sais pas, en tout cas, il y a des challenges, je me souhaite d'en avoir toujours, parce que je trouve que ça... Alors, pour le coup, la course est un super exemple. On voit la différence quand on a une course programmée dans l'agenda ou pas, donc une compétition, ça change tout sur la motivation de l'entraînement.
On sait pourquoi on sort, on enfile ses baskets, même quand il pleut ou quand il fait 3 degrés à Paris, qu'on se dit mais qu'est-ce que je fous là avec mes baskets et mes gants et mon bonnet et j'ai froid et c'est dur et j'ai mal aux jambes, et pourtant on sait pourquoi on le fait. On le fait pour sa compétition. Je pense que la vie c'est pareil au global. C'est sûr que quand on a les challenges, ça motive, ça donne un sens en fait. Ça donne un sens à tout. Donc j'en ai plein de challenges, j'en ai plein. Le prochain, je ne saurais pas vous répondre. J'ai pas vraiment réfléchi à une chose précise, mais dans la course, c'est le marathon de New York. Voilà. En tout cas. Dans la vie perso, je pense que c'est un challenge permanent, mais je suis obsédée par l'idée de rendre mes enfants heureux. Et dans la vie professionnelle, je suis sûre qu'il y aura une belle année 2025-26 avec M6 qui se profile. Donc voilà, mais plein de choses belles qui se profilent pour les mois et l'année à venir en tout cas. Avant un petit speed quizzing, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Merci de me poser cette question. Ça fait longtemps que j'y ai pas réfléchi. Tu as le temps. Ouais, je pense que la paix. La paix, c'est se sentir libre dans sa tête. Ça, je pense que quand on arrive là, quand on arrive à ce stade dans la vie, je pense que ça veut dire beaucoup sur tout ce qu'il y a autour. Très belle réponse. T'es prête pour un petit speed quizzing? Ouais. Ah ouais. Carrément. Allez, on y va. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Non. Allez, on y va. Intervieweur ou interviewé? Intervieweur. 1 milliard de fois, je préfère être à ta place qu'à la mienne. Le comte de Monte Cristo ou l'amour ouf? Monte Cristo. Journaliste plateau ou journaliste terrain? Terrain. Semi-marathon ou marathon? Semi. C'est une distance plus agréable. Julia Roberts ou Angelina Jolie? Julia Roberts. Koh-Lanta ou Pékin Express? Pékin. Juan Arbeles ou Cyril Lignac? Ça c'est pas cool. Non. Cyril Arbeles. Allez, ok. Voilà, il m'en faut une. Il faut. Vraiment, je les aime d'amour tous les deux pour ce qu'ils sont, et je les embrasse tous les deux. M6 ou Canal? Franchement, c'est difficile. Je vais t'expliquer pourquoi. Je serai éternellement reconnaissante à Canal+, parce que sans Canal, cette vie-là, elle démarre pas. Et aujourd'hui, ma vie M6, c'est formidable, tu vois. Donc c'est juste 2 places tellement différentes. Tu as le droit de dire les 2. Ouais, mais c'est un peu dommage pour toi. Je sais que tu crèves d'envie. Pas du tout. Fasse des choix. Mais là, c'est juste trop difficilement comparable. Film ou documentaire? Documentaire. Team Orange ou Team Bouygues? Orange, parce que marathon pour tous. Hein. Voilà. Ouais. Live ou différé? Live, parce qu'on se souhaite tous de vivre du live quand on est animateur ou journaliste ou présentateur, parce que c'est unique. C'est unique, l'adrénaline du direct. C'est unique, irremplaçable. Café joyeux ou Cogent? Café joyeux 1000 fois, ouais. Maman Louve ou Maman Cool? Les deux, mon capitaine. The Voice ou la Starac? La Starac. Au micro avec Johanna ou Corana? Tu peux dire les deux. Non, avec Johanna. Quand même, on vit l'instant présent. Moi, j'ai un cadeau pour toi. Ah bon? Un petit cadeau. Ah, ça c'est sympa. Non, on n'est jamais prêt. Une tenue entière. Une tenue. Oh, merci. Trop sympa. Tu as tout pour... Sur les fameux réseaux sociaux dont on a parlé, je te ferai une dédicace. C'est gentil en tout Merci cas. Merci beaucoup. Trop canon. Porte-la bien. Ouais. Ça, c'est... Bien évidemment, il y a un problème de taille. C'est indispensable. Merci, tu changes. Merci 1000 fois, vraiment. Je suis très touchée. Et merci pour ce moment et ces bonnes discussions. Il y a plein de trucs après. C'est trop bien. Des leggings, des t-shirts et tout. C'est un amour. Merci beaucoup. Si vous voulez retrouver cette émission, écoutez sur toutes les plateformes, sur Deezer, sur YouTube, sur Au micro avec Johanna. Et puis surtout, on espère que le son a été bon. Une petite voilà. La mauvaise. Merci beaucoup. À très bientôt.